pour la miniature, c'est bon. Bon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo parce qu'avec le travail, j'avoue, je galère un peu à trouver du temps pour le faire. Donc là, j'ai 5 minutes, je vais vous tourner une petite vidéo où je vais vous montrer 2 réceptions, quelques cadeaux d'anniversaire et mes dernières lectures. On fait un combo, c'est parti. Ok, on commence par quoi? On va commencer par mes cadeaux. Dans mes cadeaux, il y avait le tome 3 de Sorceleur de Andrzej Sapkowski, je ne sais toujours pas le dire, dans les éditions Brajlon, donc la collection, vous savez, qui est très jolie comme ça. Je l'ai attaqué tout juste il y a 2-3 jours, je suis à la page 42, et comme chaque année, j'attends d'avoir le tome d'après pour pouvoir commencer le tome précédent. C'est-à-dire que j'ai commencé le 1 lorsque j'avais le 2, j'ai lu le 2 lorsque le 3 m'attendait, et là je viens d'attaquer le 3 parce que, du coup je vous ai dit des bêtises, j'ai reçu le 4 à mon anniversaire. Donc le 4 est au chaud dans la bibliothèque et j'attaque le 3 que j'ai eu du coup l'année dernière. Parce que, je sais pas pourquoi je fais ça, ça me rassure d'avoir le tome suivant dans la bibliothèque si un jour j'ai vraiment envie de les enchaîner de ouf. Mais je sais pas, je fonctionne comme ça et ça marche bien. Donc bon, le tome 4 est dans la bibliothèque et là j'ai attaqué la lecture du tome 3. J'ai aussi eu, et ça c'est génial, c'est les prélats de Les prélats de Phanéas, pardon. Les terres d'exil, c'est le tome 1 de C. Abécassis Weigel. Et je crois que c'est de l'auto-édition, en tout cas c'est une petite maison, mais je crois que c'est de l'auto-édition. Ah non, Feril Édition, voilà, c'est que c'est une petite maison d'édition. Il est très joli, je trouve. Édition Feril, du coup je connaissais pas. Et donc celui-là m'a été offert par mon meilleur ami qui l'a fait dédicacer pour mon anniversaire. Donc ça c'est trop génial parce qu'il l'a vu, alors je sais plus où il est allé, un festival de livres, je sais plus lequel. Mais en tout cas j'ai les petits marque-pages qui vont avec. J'ai aussi un petit, pas ex-libris mais une petite documentation qui me dit que la saga est complète. Et donc il y a 4 tomes dans cette saga, donc si je veux les autres, c'est possible, c'est en vente chez Cultura, Amazon et compagnie. C'est écrit assez petit, j'avoue, et ici il me semble qu'on est sur de la fantasy, et il y a une petite phrase d'accroche où il y a écrit « Ne vous êtes-vous jamais demandé où naissent les récits de vos anciennes légendes? Vous qui n'avez ni dieu ni pouvoir, vous qui avez abandonné vos rêves, les prenant pour des chimères. » Donc je suis très curieuse, je pense et je suis presque sûre qu'il y a de la fantasy. En tout cas c'est le style un petit peu de ce que la couverture me fait penser et du nom de la maison d'édition. Je ne l'ai pas encore attaqué mais il me donne très envie donc je vous en parle dès que possible. Et j'ai des petits marque-pages qui vont avec et ça c'est cool. Ils sont super beaux en vrai donc je remets tout dedans et je vous en parle dès que j'attaque. Le troisième cadeau qui est à peu près un livre mais pas trop un livre non plus. On est, et ça je suis trop contente. Oh, qu'est-ce qui se passe dehors? Ça fume? Non, c'est juste le voisin qui a allumé sa cheminée. Punaise, ça fume de ouf. Bref, une de mes meilleures amies m'a offert avec moi dans mes livres un carnet de lecture qui a été créé par Océane Jarrier-Martin. Donc j'aime bien parce que c'est un carnet où ça fait pas un carnet genre avec des spirales ou autre, ça fait un livre comme un livre, voilà, qu'on pourrait mettre dans la bibliothèque. Et j'attends pour l'attaquer mais pas trop, dans le sens où il y a beaucoup de choses à mettre. Il y a notamment mes objectifs pour l'année. Donc là on est déjà plus de mi-décembre passé, donc j'ai juste à attendre 15 jours et j'attaquerai pour 2024. Le nombre de livres que j'ai lus, donc c'est pour ça que j'ai pas encore eu envie de le mettre. La wishlist des sorties de l'année, ça c'est trop stylé. La bibliothèque physique, numérique j'en ai pas, j'ai pas de livre audio, livre numérique ou autre. Donc ce sera aussi bibliothèque physique. Combien de jours je lis par an, mes lectures par mois, enfin il y a plein de trucs trop cool. Par contre il y a un truc que j'ai commencé, c'est mes fiches de lecture. Parce que en vrai il y a tout ça de pages en fiches de lecture donc j'avais de la place. Et j'ai mis mes 2 dernières lectures où j'ai fait des avis du coup. Donc ça je suis trop contente, j'ai pu l'attaquer. Faudra que je mette des petites photos quand j'aurai le temps d'en imprimer. Et à la toute fin il y a des challenges et ça pareil j'attends 2024 pour les attaquer. Genre il y a un bingo, il y a quoi? Un abécédaire, un livre qui...
Enfin, il y a des trucs trop cool, donc ça, je l'ai un peu attaqué, mais je l'attaque vraiment sévère. Fin 2024, début 2023, donc d'ici 15 jours à tout péter. Voilà. Ça, c'était mes cadeaux d'anniversaire. De tête, il n'y avait que ça, entre grosses guillemets, en lecture. Mais si, je crois qu'il y avait que ça en lecture. Non, j'ai aussi eu, je vous le mets juste ici, les aiguilles d'or que ma petite soeur m'a offert, que j'ai lu directement et que j'ai absolument adoré. Mais actuellement, c'est ma mamie qui l'a parce que j'ai fini de le lire chez elle et elle m'a demandé de lui laisser pour qu'elle le lise, donc elle est en train de le lire. Et dans tous les cas, j'y vais dans 4 jours, donc je le récupérerai. Je fais une vidéo dédiée aux aiguilles d'or parce que c'est quelque chose que vous m'avez demandé sur Instagram et que vous avez beaucoup aimé quand j'ai fait un focus sur la saga Blackwater, donc de Michael McDowell. Et c'est aussi Michael McDowell qui du coup a écrit les aiguilles d'or, donc je vous ferai ça pendant les vacances de Noël, si j'ai le temps. Donc ça, c'était les cadeaux. Ensuite, je vais passer aux 2 réceptions. Tadam! Les 2 sont de chez Rivage. Le premier livre en grand format, il s'agit de Maintenant que l'hiver de Olivier Seban, ou Seban, donc chez les éditions Payot Rivage. Leur collection, je sais pas, c'est la collection un peu classique, celle de base. Ici, on est sur un livre qui va sortir le 3 janvier 2024. Et pourquoi j'avais demandé celui-ci? Ah oui, c'est un peu dystopique, j'avais l'impression, parce que il y avait une phrase accrocheuse où il y avait écrit « Maintenant que l'hiver nous livre le portrait d'un jeune... » Ah oui, Maintenant que l'hiver, c'est le titre. Nous livre le portrait d'un jeune homme désœuvré dans un monde à la dérive. Et en gros, c'est un gros hiver qui tombe sur la France, et c'est l'histoire d'un ancien mécanicien qui cherche sa voie, parce que... Enfin, il y a plein de changements météorologiques, écologiques, etc. Et il va essayer un peu de se retrouver dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle France qui a subi tout ça. Il va y avoir une petite histoire d'amour qui va un peu changer sa vie, il y a écrit. Donc voilà, on va voir un petit peu parce qu'ils annoncent qu'il y ait des émeutes, qu'il y ait un chaos, bref, tout ce qui peut s'annoncer en cas de changement écologique dur et que donc changement de vie de la société. Donc celui-là, je suis pas mal curieuse de le lire. C'est écrit assez gros, il fait à peine 300 pages, 269, il est au prix de 21 € et du coup il sort en janvier, donc si ça vous intéresse, je vous en parlerai un petit peu quand je l'aurai attaqué. Le second que j'ai reçu, attention les oreilles, qui est de taille, il est énorme, c'est Qui après nous vivrait, ah oui lui il me donne trop envie, de Hervé Lecor, donc chez Payot Rivage, mais dans la collection Rivage Noir. Hop, lui je crois qu'il sort aussi, il sort le 10 janvier, vous voyez celui-là. On est aussi sur une dystopie mais celle-ci encore plus dure, plus comme je les aime. Ici on est sur le 21e siècle qui se termine. Des crises énergétiques et des pandémies se succèdent au point que la société va finir par s'effondrer. Donc là on est vraiment sur un truc limite à la Mad Max quoi, où la société est en train de s'effondrer à cause de changements climatiques, à cause de changements sociétaux. Donc quelques hommes et femmes tentent de survivre au chaos et à la violence. Et juste ça en fait, ça me donne envie de ouf. Je lis pas plus le résumé parce que parfois j'ai peur que ce soit un peu spoilant dans le sens qui va tomber amoureux de qui ou ce qui va se passer ou comment ils vont survivre. Je m'attends à un livre un peu style survivalisme ou un peu comme dans, je vous en parle plus souvent, hein, mais dans La forêt de Jean Egland. Donc ça me donne bien envie. Et pour le coup lui il me donne encore plus envie, donc je vais vraiment pas tarder à l'attaquer. Il est un peu plus gros, il est à 400 pages et il est à 21,90 €. Voilà. Ça, c'était les 2 réceptions de chez Rivage en cette fin d'année. Et maintenant, je vais terminer et attaquer la partie avis lecture. J'en ai lu 4, peut-être plus, mais j'ai eu la flemme et je me rappelle plus les derniers dont je vous ai parlé. Dans tous les cas, si vous me suivez sur Instagram, vous verrez au jour le jour quelles sont mes lectures et j'en parle directement, donc si vous voulez rien louper, c'est là-bas. J'ai lu La cantique de l'apocalypse joyeuse, et bah dis donc, de Arto Pasilina dans les éditions de Noël et ailleurs. Je m'attendais à un livre comme celui que je viens de vous parler à l'instant, un peu à la Jean Egland dans la forêt, dans le sens où ici on est sur quelle année? Ouais, 1942, mais ça a écrit il y a super longtemps et il voyait un peu la fin du monde, dans le sens où il y aurait des grands changements météorologiques, où là on suit du coup un petit village qui va devoir s'adapter à survivre tout seul, donc les gens vont devoir apprendre à faire du feu, apprendre
Enfin, ils vont construire leur église, ils vont faire leur petite armée, ils vont faire la pêche, etc. Et on est sur le monde qui part à la dérive totalement et ce petit village qui essaie justement de survivre à tout ça. J'ai été en vrai ultra déçue. Parce que cette partie dont je vous parle, que j'aime beaucoup, on l'attaque qu'à partir du post-it, donc autant vous dire une fois passé la moitié. La première moitié, c'est... attention, c'est un très vieux livre, donc il y a des choses un peu limites. La première moitié, c'est très religieux, c'est très... comment ils vont reconstruire l'église, comment ils vont inscrire la religion dans un nouveau monde, dans une nouvelle société. C'est l'histoire de famille avec vraiment la dominance des hommes, les femmes sont soumises, voire il y a 2 femmes, enfin... On est vraiment sur un truc où je me suis dit mais pourquoi j'ai acheté ce livre, le résumé il me faisait pas penser à ça. Et on attaque un peu la partie survie, vivre autrement à partir de la moitié passée. Du coup c'était beauf, j'avoue. Je pense que celui-ci je lui mets 1 étoile parce que pour le coup je l'ai poussé jusqu'au bout parce que le résumé me disait vraiment bien et je me suis dit mince, il y a bien un moment où je vais attaquer ça. Et c'est une fois la moitié passée donc... ce fut fort long, voilà, donc 1 étoile sur 5, mais en vrai, j'ai trouvé cool parce que la manière dont l'auteur parle du monde futur qu'il imagine, elle est pas déconnante du tout en fait, par rapport à ce qui peut se passer. Donc là-dessus, ok, un peu à la René Barjavel, si vous en avez déjà lu du Barjavel, c'est pas déconnant en fait, ce qu'il écrit sur un futur possible. Donc ça m'a fait un peu penser à ça, mais c'était très penché... religion, et puis c'est quoi, c'est suédois, Laponie, Finlande. Et en fait c'est leur culture à eux et je m'y connais pas très bien donc c'est vrai qu'il y a des choses que je comprends pas forcément. Donc 1 étoile, mais il s'agit de mes goûts, peut-être que vous lui trouverez 5 étoiles. Voilà. Ensuite, j'ai lu, ça, limite un coup de cœur, à un poil de rien d'un coup de cœur. C'est Nous regrettons la mort de Arnaud Cazel dans les éditions Les 3 Normes, donc la maison d'édition de la youtubeuse Les Mots de l'Imaginaire. Je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. Il fait un peu pute parce que j'ai trouvé d'occasion, mais il va se remettre droit. Ici, on est sur une fantaisie où la mort n'existe plus. À partir du moment où les personnes décèdent, en fait, elles se transforment en... Je sais pas comment ils les appellent, en genre d'être... comment ils s'appellent? Des spectres dévoreurs, voilà. Ils se transforment en spectres et en fait, la seule chose... les spectres qui veulent manger les humains et la seule chose qui les empêche de les approcher, c'est le sel. Donc les humains ont trouvé l'idée de mettre... de noyer les spectres quand ils sont morts. Une fois que la personne est morte et que se transforme en spectre, ils la noient comme ça, le spectre reste en fait dans l'océan, mais un spectre ne meurt jamais. Enfin, ne peut pas mourir hors océan, quoi. Il reste dans l'océan. Bref, c'est très dur à expliquer. Et donc on suit Sœur Maagartha, donc, qui est une jeune fille qui est née sur une petite île en fait dévorée par les spectres, etc. Tout autour, et qui a été envoyée à l'Inquisition pour faire ses classes et du coup devenir une sœur de l'Inquisition et protéger les humains, combattre les spectres. On va donc suivre ce petit village et un pêcheur qui a toujours vécu sur son village et qui veut pas le quitter, et cette jeune femme qui revient sur son village natal pour le décès de sa maman. Donc elle va devoir noyer en spectre. Et s'ensuit une aventure où on réfléchit un peu sur les bienfaits ou non de l'Inquisition. On se questionne sur comment les spectres sont arrivés là, pourquoi ils réagissent ainsi, pourquoi la mort a disparu finalement, alors que sur les animaux, la mort est, semble-t-il, toujours réelle. Je mets plein de guillemets dans tout ce que je dis. Et du coup voilà, on va suivre l'histoire de Sœur Maagartha et ce vieux pêcheur de l'île qui vont un petit peu, sans trop le vouloir, devoir cohabiter, devoir mener l'aventure à deux parce que l'un a besoin de l'autre pour atteindre son but, et réfléchir un peu comment la mort a disparu et ce qu'ils vont pouvoir mettre en place pour peut-être trouver comment récupérer la mort. C'est un livre que j'ai adoré, dans lequel je me suis plongée très rapidement, qui se défile tout seul, que j'ai beaucoup aimé, mais ça n'a pas été un coup de cœur dans le sens où j'ai trouvé la fin ultra rapide. Il y a une grande scène de bataille à la fin qui elle est très bien, qui est d'une longueur qui correspond, qui met les personnages en avant, enfin bref elle est top. Mais la sorte de petit passage sur le qu'est-ce qui se passe après ou ce que deviennent nos personnages, c'est trop court et trop rapide selon moi. Ça aurait pu être un petit peu plus poussé, un peu plus... Je sais pas si ça méritait un tome 2, peut-être pas, mais peut-être un petit peu quelques pages en plus en fait pour
pour nous poser le récit et sur ce qu'est la vie de nouveau après cette fin. Donc voilà, c'est pas un roman très gai forcément, c'est pas ultra triste non plus, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Voilà, et celui-ci est au prix de 23 € pour 228 pages. Sachant que ces livres sont écrits, imprimés, édités, bref, tout ça c'est fait en France. C'est fait en France de A à Z, il n'y a pas d'importation, d'exportation de Chine et compagnie. Donc c'est une maison d'édition, si vous achetez des livres là-bas, en fait vous contribuez à quelque chose de bien. En restant assez large, parce que je m'y connais pas assez, mais je voulais quand même faire passer le message. Voilà. Il en reste deux. Deux faciles et rapides. Je vais prendre celui-là d'abord. J'ai lu Un manoir en Cornouailles de F. Chase dans les éditions 10-18. De F. Chase, j'ai lu Les filles du manoir Foxcott que j'avais adoré, donc je me suis dit il faut que je me prenne celui-là qui de base est son tout premier livre et j'ai beaucoup aimé aussi. On est ici sur... Alors lui je l'ai lu il y a déjà un bon mois je pense, ou quelques semaines. On est en 1968, ah oui c'est vrai, on est dans un manoir qui appartient à la famille Alton et c'est un manoir en fait où cette famille vient tous les étés, un petit peu maison de campagne, avec leurs 3 enfants, donc une fille, son jumeau, non 4 enfants pardon, le petit frère et la petite sœur, et ils viennent en fait jouer, s'amuser dans ce manoir à chaque fois. Et là on est au départ sur un moment où la maman s'est cassé le bras je crois, ou quelque chose. Et du coup ils viennent un petit peu pour qu'elle se sente mieux dans cette maison et en effet elle reprend vie, elle reprend goût à tout ça dans la maison. En parallèle, on est en 2000, je ne sais pas combien, bref on est sur la maison admettons en 1900 et cette même maison en 2000 quelque chose. Et ici on suit une jeune femme qui s'appelle Lorna et qui cherche un lieu où se marier avec son mari et sa maman est décédée. Et elle a entendu parler de toute son enfance de ce fameux manoir en Cornouailles par sa maman. Et du coup, elle veut aller en fait dans ce manoir et elle aimerait voir à quoi il ressemble pour peut-être se marier. Elle va à ce manoir, elle a un vrai coup de cœur et elle aimerait se marier là-bas. Donc, l'habitante actuelle lui propose de passer peut-être 2-3 jours ici. Son compagnon, lui, peut pas rester parce qu'il a du travail. Donc lui, il retourne à Londres et Lorna passe 3 jours au manoir. On suit les deux histoires en parallèle et c'est ça qui est extrêmement bien fait je trouve par F. Chase parce qu'elle avait fait la même chose avec le manoir en Foxcott qui était génial. On suit donc les deux familles, on est sur des récits où ça descend, il arrive des malheurs, mais on suit quand même les deux parallèles et on arrive à faire du coup des parallèles. Et la fin, je l'ai trouvée géniale parce qu'à un moment j'ai cru que j'avais compris le truc. Je me suis dit ok ça va avec ça d'accord, et quelques pages après bam c'est pas ça et je dis ah ouais, et ça c'est super bien fait par F. Chase parce que peut-être que vous trouverez qui est quoi de qui directement, mais moi pas du tout en fait. Et à la fin du coup j'étais très surprise, très contente. Là pour le coup je trouve que la fin est d'une bonne longueur, c'est parfait. Il paraît un peu épais hein, je crois qu'il fait plus de 500 pages. Non, 430 pages. Mais on s'ennuie pas. C'est assez descriptif, on se plonge bien dans l'histoire, on est souvent en automne, on aime suivre les enfants, suivre ce qu'ils pensent, ce qu'ils voient, on arrive à voir la famille qui tombe à la dérive, tout ça, faire des parallèles entre les deux temps. Les deux temps sont bien imbriqués, on n'est pas trop longtemps sur l'un ou sur l'autre, il n'y en a pas un qui est trop lent ou trop... Tu sais, t'as pas envie de le lire par rapport à d'autres parce que j'ai certains livres où il y avait ça et où il y a une des deux histoires parallèles où je me disais mais en fait je m'en fous. Elle m'intéresse pas cette histoire. Là, elles sont ultra bien imbriquées l'une et l'autre, donc c'est génial. J'ai beaucoup aimé ce livre, c'est un livre pour le coup que je pourrais conseiller. C'était pas un coup de cœur, mais je saurais pas vous dire pourquoi, parce qu'en vrai j'ai beaucoup aimé ma lecture, hein, mais c'était pas un coup de cœur. Je le sais quand c'est un coup de cœur, ça fait un truc de ouf, tu vois. Mais là c'était... Non, c'était top. Voilà. Et le tout dernier, mais dont je vais vous parler très rapidement, c'est un manga, c'est le tome 12 des Carnets de l'apothicaire chez Kiyun Seinen de l'histoire Itsuki Nanao et le dessin de Neko Courage, je ne sais plus. Ici, ce tome 12, on suit Mao Mao qui oui, Jinsi oh, Jinsi, putain je sais plus comment il s'appelle, le beau. Il est invité à une partie de chasse et il demande à ce que Mao Mao vienne à cette partie de chasse. On ne sait pas forcément trop pourquoi, donc Mao Mao va l'accompagner. Et pendant cette partie de chasse, il y a un moment où il faudra faire attention parce qu'il va être agressé.
On sait pas par qui, on sait pas pourquoi, mais en tout cas il va être agressé, Mao Mao va essayer de venir à son secours, etc. On est sur ça, pour cette histoire. C'est le tout premier tome, et on est au 12e déjà, où il y a un chouïa, mais alors une petite pincette de quelque chose un peu olé, un peu spicy, mais tout petit. Vraiment, on est une pincette. C'est 3 pages qui nous disent ou peut-être, alors je vous dis pas entre qui, entre quoi, entre je ne dis pas, mais il y a un petit qui donne un avant-goût de moi le tome 13, j'attends un peu de la suite. Je suis pas très romance tout ça, mais c'est pas mal amené. On en est au tome 12, hein, donc il s'en est passé des choses avant, je peux vous dire que c'est amené pas trop vite. Mais il a été très bon ce tome, je sais pas quand l'autre va sortir. Je suis toujours aussi fan des dessins, aussi fan des enquêtes que Mao Mao peut révéler, aussi fan de toute cette question qui se tourne autour de Jinxie. Je sais pas pourquoi je l'appelle Jinxie, j'espère que c'est ça son nom. Mais enfin bon, c'est toujours aussi cool, voilà. Bon, je ne sais pas combien de temps j'ai blablaté, j'espère que c'était pas trop long et que c'était intéressant, ça c'est tout ce que j'ai lu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, hein, j'aime tout ce que vous voulez. Moi dans tous les cas je vous ferai la vidéo que vous avez demandé sur les aiguilles d'or, j'essaierai d'en faire une dédiée. Sur ce, je vous souhaite bonne fête, bonne Pâques, joyeux Noël et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!